Bonsoir à tous et bienvenue sur Focus Santé, journée mondiale de la santé. Ce mardi 7 avril, thème central, vos aliments sont-ils sûrs de la ferme à l'assiette? Vous avez tous un rôle à jouer, c'est bien le thème de cette journée, un thème qui pose le problème, la problématique de la sécurité sanitaire des aliments, une question cruciale quand on connaît les impacts, comment améliorer la sécurité sanitaire des aliments et où en est-on au Bénin. On en parle dans cette édition, dans ce numéro donc de Focus Santé. Mon invité aujourd'hui pour aborder la question, c'est le directeur général de l'ABSSA, voilà, donc l'agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments au Bénin, monsieur Adam Sounon Condé. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà donc qui est fait pour la présentation. C'est vrai que dans ce numéro de Focus Santé, nous devrions recevoir un cadre de la Direction nationale de la sécurité de la santé publique, pour d'autres angles de la question. Mais on le recevra certainement dans une autre émission. On fera avec notre seul invité en studio. Et vous n'oubliez surtout pas, vous pouvez donc poser vos questions au cours de cette émission dès les premières minutes d'ailleurs via le 65 00 24 25 par WhatsApp et dès 15h30 déjà vous pouvez appeler le 21 33 84 19 donc pour poser vos préoccupations en direct donc sur l'émission. C'est à partir de 15h30 mais pour l'instant vous avez le 65 00 24 24 à votre disposition pour vos messages via WhatsApp. L'émission donc démarre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les aliments insalubres, autrement dit les aliments contenant des bactéries, des virus, des parasites ou des substances chimiques, sont à l'origine de 2 millions de décès par an et parmi ces décès, on compte beaucoup d'enfants. Ça donne froid aux yeux, monsieur. Oui, ça c'est vrai. Beaucoup d'enfants parce que c'est les organismes les plus sensibles. Oui. L'adulte, il peut traîner une maladie d'origine alimentaire toute sa vie. Vous voyez, quand vous allez dans les centres de dialyse, vous voyez le nombre de personnes qui attendent de faire le dialyse. Donc, ils supportent le mal de façon chronique pendant une grande partie de leur vie. Et par contre, l'enfant, son organisme est encore très sensible. Donc, ce que l'adulte peut supporter, dès qu'il ça lui arrive, tout de suite, il passe de vie à trépas. Donc, c'est pourquoi l'effectif des enfants est plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus vulnérables, qu'ils sont plus exposés à ces contaminants-là que les adultes. C'est juste parce que leurs organismes sont plus sensibles. 2 millions de décès par an, cela montre vraiment l'importance de la sécurité sanitaire des aliments. Donc, si on n'améliore pas la salubrité des aliments que nous consommons, voilà, ce chiffre ira croissant. Voilà, et justement, qu'entend-on par sécurité sanitaire des aliments? La sécurité sanitaire des aliments, c'est la salubrité des aliments, c'est-à-dire la propreté des aliments, si je peux parler en termes clairs. Donc, un aliment salubre, c'est un aliment qu'on peut consommer sans craindre de tomber malade. C'est un aliment qu'on pourrait dire propre au sens réel du mot. Propre à la consommation. Propre à la consommation. Donc ce n'est pas que le milieu, l'environnement qui est concerné par les questions de salubrité. Non, la salubrité, l'aliment aussi, il peut être salubre et insalubre. Un aliment insalubre, c'est un aliment qui n'est pas propre pour la consommation. C'est-à-dire c'est un aliment qui contient soit des bactéries, des virus, des parasites,
des résidus de toutes sortes ou d'autres contaminants encore qui peuvent altérer notre santé. C'est ça un aliment insalubre. Et ces éléments-là, il faut le noter, ne sont pas toujours visibles, c'est bien ça? Du tout pas, c'est pas toujours visible, sinon pour la plupart, c'est pas visible. Quand une mouche est dans un aliment, vous le voyez, vous pouvez dire mais ça je ne mange pas. Mais les éléments les plus dangereux ne sont malheureusement pas visibles. Un virus dans un aliment, vous ne pouvez pas le voir. Un résidu de pesticide dans un aliment, vous ne pouvez pas le voir. Donc la plupart des contaminants qui peuvent gâter la qualité de nos aliments ne sont pas malheureusement visibles. Et puis on va se pencher sur le thème de cette année-là. Vos aliments sont-ils sûrs de la ferme à l'assiette? Vous avez tous un rôle à jouer, c'est toute une phrase. On aimerait comprendre davantage avec vous. Pourquoi l'OMS a choisi ce thème-là pour cette année? Voilà, ça c'est le slogan, ce que vous dites. Le thème, c'est sécurité sanitaire des aliments. Oui. Donc, cela montre un peu l'importance de la sécurité sanitaire des aliments dans notre santé. Parce que quand on dit journée mondiale de la santé, on pourrait s'attendre à voir comme thème le choléra, le paludisme, une maladie. Mais ici, on dit sécurité sanitaire des aliments. Donc, ça veut dire que la sécurité sanitaire des aliments est d'une importance capitale quand on parle de la santé. C'est-à-dire quelqu'un qui consomme des aliments insalubres, il est d'office malade. Quelqu'un qui consomme des aliments insalubres, le médecin ne peut rien pour lui. Quelqu'un qui consomme des aliments insalubres, il ne peut pas guérir. Donc, quand on parle de santé, c'est d'abord la qualité de ce... C'est irréversible, la manière dont vous en parlez. C'est pas que c'est irréversible. Si vous consommez des aliments insalubres, vous avez beau passer toute votre vie chez le médecin, tant que vous n'améliorez pas ce que vous consommez, le médecin va vous donner des médicaments. Il faut chercher le mal à la racine. Le mal, c'est à la racine. C'est dans ce que nous consommons. Ce qui nous tue, c'est ce que nous mangeons. Donc, si ce que nous mangeons n'est pas de bonne qualité, il n'y a rien à faire, nous allons tomber malades. Il n'y a rien à faire, les médicaments ne peuvent pas nous soulager. Il n'y a rien à faire, on va mourir. Donc, pour améliorer notre santé, c'est qu'il faut soigner la qualité de ce que nous mangeons. Et on dit de la ferme à l'assiette. Oui. Ça veut dire quand on dit l'aliment que nous consommons, ce n'est pas le plat prêt à consommer, le risque n'est pas forcément là. Les origines même, rien que l'intrant qui est utilisé pour cultiver peut être le facteur à maîtriser. Vous imaginez si on utilise des pesticides à haut risque, c'est-à-dire des pesticides dont les substances ne se dégradent pas facilement, donc on va augmenter la quantité de résidus dans le produit qui va sortir. Et une fois que le maïs ou le riz qui sort du champ est contaminé, eh bien ce contaminant va persister jusqu'au plat, jusqu'à l'assiette qu'on va consommer. Donc c'est pourquoi du point de vue approche, pour rendre plus salubre nos aliments, on a choisi l'approche préventive. C'est-à-dire quoi? Si déjà on voit au niveau de l'intrant, il y a des contaminants qu'on peut maîtriser pour améliorer la qualité de l'assiette, il faut déjà agir à ce niveau. Donc il faut faire des analyses de formulation pour voir que la formule de l'intrant est appropriée à la production. D'accord? Quand on vient au processus de production même, il peut y avoir des niveaux où on peut introduire donc des contaminants. Si le processus, si les bonnes pratiques de production ne sont pas respectées, eh bien, on peut gâter la qualité du produit qui en sort. Également, si on vient au niveau de la transformation, dans la transformation également, il y a les bonnes pratiques de transformation, les bonnes pratiques d'hygiène qu'il faut respecter au cours de la transformation. Il y a également la distribution, les commerçants qui vont aller acheter les produits déjà transformés ou les produits qui sortent des champs pour les vendre. Il y a des normes qu'ils doivent respecter. Donc, à tous les niveaux, il y a des normes qu'il faut respecter. Donc, c'est depuis le champ jusqu'à l'assiette qu'il faut maîtriser, disons, la qualité de nos intrants, du processus, des produits intermédiaires, de la transformation et même de la cuisine pour en arriver à un aliment propre. Donc, la conservation aussi. La conservation, c'est tout ça. C'est pourquoi on dit de la fourche à la fourchette ou du champ à l'assiette. Oui. Donc, depuis déjà qu'on commence par préparer les terrains, qu'on commence par réunir les intrants, il faut déjà respecter un certain nombre de normes. Sinon, il n'y a rien à faire au niveau de l'assiette. Les conséquences du mauvais choix des intrants peuvent se retrouver au niveau de l'assiette.
les conséquences du non-respect des bonnes pratiques de production peuvent se retrouver sur l'assiette. Le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène au cours de la transformation peuvent se retrouver au niveau de l'assiette. Donc, il ne faut pas mettre seulement le focus au niveau de l'assiette, il faut partir de la fourche, c'est-à-dire du champ, et maîtriser donc les différents facteurs de contamination depuis ce champ jusqu'au plat, jusqu'à la table où on est prêt à manger. Oui, est-ce que le consommateur a la latitude de pouvoir vérifier tout ça? On va l'aborder un peu, on dira au cours de cette émission, mais ce sera tout à l'heure même lorsqu'on parlera du Bénin précisément, parce que là on en est au général, aux généralités donc sur cette thématique-là. C'est très important. On évolue donc dans cette émission et on s'intéresse à cette question. Dans quel pays du monde les populations souffrent-elles vraiment de cette sécurité sanitaire des aliments? Les pays où l'insécurité sanitaire des aliments est le plus accrue, c'est des pays où il n'y a pas une structure, une autorité compétente pour la question. Quand vous n'aviez pas une structure, une autorité compétente qui se consacre uniquement à la sécurité sanitaire des aliments, eh bien, vous ne pouvez pas maîtriser la contamination des aliments. Et bienvenue les dégâts. Donc, vous allez voir, vous allez aujourd'hui dans certains pays qu'on pourrait qualifier de pays développés, vous allez passer un mois à manger rien que des crudités, vous n'allez jamais sentir le moindre mal de ventre, vous n'allez jamais faire la diarrhée. Mais essayez-le chez nous pendant 48 heures, vous allez le retrouver à l'hôpital. Donc parce que dans nos pays, on n'a pas compris très tôt qu'il faut avoir des structures, des autorités compétentes à la question, qui vont se consacrer rien qu'à la sécurité sanitaire des aliments. On n'avait pas compris l'importance de la question. Et c'est heureux pour le Bénin qu'on a commencé par comprendre et qu'on a maintenant une agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. On verra ce que cette agence-là fait, puisque les Béninois le demandent. Ils voudraient savoir vraiment qu'est-ce qui se fait sur ce plan-là. Donc, ça fait partie des facteurs favorisant du développement de certaines maladies liées à l'insalubrité des aliments. C'est bien ça. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Oui, comme autre facteur, là, comme ça, je rentre à l'intérieur de la question, c'est d'abord les facteurs de production. Il faut qu'on utilise des facteurs de qualité. Nos intrants, les engrais qu'on va utiliser, parce que quand vous prenez les engrais coton, la formulation n'est pas la même que les engrais vivriers. Vous voyez, c'est des engrais bien dosés qu'on va utiliser au niveau du coton. Mais quand vous utilisez ces engrais pour produire des vivriers, certes, vous allez dire, vous fouettez vos produits, mais les résidus seront plus élevés au niveau donc, de ces vivriers-là que si vous utilisez donc, les engrais dont les formules sont appropriées. Donc, on doit veiller à ce que les intrants que nous utilisons pour la production, quand une production, ce n'est pas seulement la production végétale, mais même au niveau de l'élevage, au niveau de l'aquaculture, tout ce que nous produisons, on doit utiliser, disons, des intrants de qualité, des intrants appropriés. Également, comme autre facteur, c'est, disons, la maîtrise des bonnes pratiques de production et des bonnes pratiques d'hygiène. Si vous êtes dans un atelier de transformation d'ananas en jus, par exemple, si vous ne respectez pas les bonnes pratiques d'hygiène, et tout de suite, vous allez contaminer le produit. Et ça qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend ces jus, on les analyse, on voit même des coliformes fécaux qu'on retrouve dans le jus. Ça veut dire qu'il y a un problème d'hygiène. Donc, également, c'est au niveau de nos structures. Bon, si on n'a pas des structures compétentes pour la question, si on n'a pas des structures qui se consacrent à cette question, eh bien, également, il n'y aura personne pour dire, attention, ça c'est dangereux. Attention, tel risque est en train de monter. Il faut faire quelque chose pour le réduire. Donc voilà autant de facteurs qu'on doit pouvoir vraiment maîtriser si on veut avoir donc des aliments salubres pour nos consommateurs. Oui, est-ce que le facteur principal, on n'a pas parlé de pauvreté, c'est vrai que c'est quand même des facteurs corrélés, la pauvreté ou... Pour moi, la pauvreté n'est pas le facteur le plus important. On peut être pauvre et propre. On se met souvent derrière la pauvreté pour dire c'est pour ça on consomme des produits. Les produits de bonne qualité ne sont pas forcément des produits chers. Ce n'est pas forcément des produits chers. Donc si on sait qu'on est un pays pauvre, il vaut mieux produire ça.
Et il faut respecter les bonnes pratiques de transformation et d'hygiène quand on fait la transformation. Il faut respecter les normes de distribution. Je donne un seul exemple. Vous êtes un commerçant de maïs, vous voulez aller acheter du maïs pour le vendre. Si le maïs n'est pas bien sec, il ne faut pas l'acheter. Ça n'a pas besoin d'être riche ou pauvre. Si vous achetez du maïs qui n'est pas bien sec, vous le mettez dans des sacs, vous le foutez dans des magasins, eh bien ça va développer des moisissures. Et parmi ces moisissures, il y en a qui se créent ce qu'on appelle la aflatoxine. Je vois tout le monde en parle. La aflatoxine est produite par des moisissures. Est-ce qu'on a besoin d'être riche pour bien sécher son maïs? Est-ce qu'on a besoin d'être riche pour savoir que ce maïs, il est humide, il ne faut pas l'acheter, le commercialiser? Donc, il ne faut pas qu'on se mette derrière la pauvreté pour dire c'est ça qui fait qu'on n'a pas de choix. On a bien de choix. On peut bien respecter les bonnes pratiques de production. On peut bien respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Et même le consommateur. Mais vous voyez que l'aliment est salubre, vous dites que vous n'avez pas de choix. L'aliment coûte 10 fois moins cher que le médicament. Allez vérifier. Donc, vous ne voulez pas respecter la qualité, vous ne voulez pas choisir qualité, mais vous allez payer 100 fois le prix de l'aliment à l'hôpital. Donc, la pauvreté, bien au contraire, devait nous amener à respecter les normes. À nous orienter vers des lieux sûrs. Par exemple, entre une gargote et un restaurant, pas mal, le choix est vite fait parce que là-bas, c'est des milliers de francs CFA. Ici, ça fait à peine 500 francs. Et si la personne a peut-être 500 francs dans sa poche, comment elle s'arrange? Non, ce que vous appelez gargote, c'est les aliments de la rue. Oui, au bord Même la bonne dame qui vend sous l'arbre, mais elle peut faire quand même une caisse bien protégée pour mettre les aliments. On n'a pas besoin, il faut commencer par là. On n'a pas besoin de mettre l'aliment dans un plateau et l'exposer d'abord au choix des mouches avant les humains pour dire c'est parce qu'on est pauvre. Une caisse vitrée où vous protégez vos beignets, c'est mieux que de dire la caisse va coûter combien? Peut-être 10 000 francs. Il y a aujourd'hui les instituts de microcrédit, vous pouvez avoir ça pour sécuriser la santé de vos consommateurs, en commençant par vous-même. Parce que les commerçants eux-mêmes, ils sont consommateurs. Même si vous dites que vous n'êtes pas consommateur de beignets que vous vendez, le vendeur de riz ou d'ananas sur la tête passe, vous l'arrêtez, vous consommez. Si celui-là ne respecte pas les normes comme vous, vous êtes exposé. Donc la première personne qui est exposée, c'est le producteur, c'est le fabricant, puisque lui-même il est consommateur. Et je dis souvent, même dans les magasins, quand je vais voir des produits dont les dates de péremption sont dépassées et qui continuent de les vendre, je leur dis souvent, mais vous ne savez pas ce produit que vous vendez, sa destination. Peut-être que c'est la bonne dame qui vend à l'école de votre enfant, qui va venir l'acheter, il va préparer, votre enfant va manger, il va vous revenir à la maison malade. Donc, vous auriez mis la maladie dans la rue et ça va prendre en premier votre enfant. Parce que dès que l'enfant sort de la maison, il va à l'école, vous ne connaissez pas la qualité des aliments qu'il consomme. Or, c'est peut-être vous qui contribuez à mettre des aliments de mauvaise qualité dans sa cantine. Donc, c'est un devoir commun. Hein? C'est pourquoi dans le slogan de l'OMS, on dit chacun vous avez un rôle à jouer. Oui. C'est des responsabilités partagées. L'acte que vous posez, aujourd'hui, vous pouvez, ça peut se retourner contre vous. Ou comme on a l'habitude d'organiser ce qu'on appelle la GOT tous les week-ends, vous vous retrouvez à un agor, on prépare pour tout le monde, mais tu ne sais pas où est-ce qu'on a acheté. Alors là, il faut aussi refuser le repas. Non, c'est pas qu'il faut refuser, c'est pour dire que si le commerçant se dit, bon, de toute façon, moi je vends, même si la qualité n'est pas bonne, l'essentiel est que j'ai mon argent, mais ce que tu as vendu et qui peut tuer, tu peux être la première cible. Parce que dès que tu sors, tu vends à des agors, c'est comme ça, à des cérémonies, tout ça, mais tu ne maîtrises pas l'origine de ce que tu consommes. C'est peut-être ce que tu as vendu hier de mauvaise qualité qu'on va te servir le week-end. Donc tu n'es pas épargné. Alors, les responsabilités sont partagées, chacun a un rôle à jouer. Si vous êtes agent de communication, si vous ne donnez pas la bonne information à qui du droit, eh bien, ça va faire prospérer les aliments insalubres. Oui. Dès que vous finissez votre émission, vous allez dire, bon voilà, je m'arrête quelque part pour manger.
peut-être du fait que vous n'avez pas donné la bonne information, vous allez faire les frais de ça. Donc c'est pourquoi on dit chacun a un rôle à jouer pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. Il n'y a pas que les agences, il n'y a pas que les autorités, tout le monde, chacun où qu'il soit, a un rôle à jouer. Voilà, Monsieur Adam Sounon Condé, voilà. Je rappelle que si vous venez de prendre le train en marche, sachez que c'est votre émission Focus Santé qui a démarré depuis 15 heures et qui reçoit aujourd'hui le directeur général de l'APSA, donc l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Et déjà à 15h30, vous pouvez appeler sur l'émission en direct pour vos préoccupations. Mais pour l'instant, on va passer à la préoccupation d'un des auditeurs qui a envoyé un message via WhatsApp. Voici ses questions. Il salue au passage le directeur général. Je pense qu'il a signé Monsieur Boton. Il demande est-ce qu'il est possible de lutter complètement contre les contaminants, même si la sécurité est de mise dans la préparation, car de la marmite à l'assiette, il y a des ouvertures, puis des microbes peuvent y entrer à tout moment. Voilà donc sa question, Monsieur Bouton, qui est un auditeur de cette émission. Vous avez, j'espère, perçu un peu sa préoccupation. Oui, c'est bon. Vrai qu'on l'a abordé tout au début de cette émission. Oui, je ne veux pas dire qu'il est trop pessimiste, mais c'est bien possible. Parce que quand on parle de contaminants, il y a des niveaux de contamination tolérables par l'organisme. On parle des seuils. Donc, si le niveau de contamination est en deçà du seuil toléré, il y a moins de problèmes. Mais très souvent, c'est quand on va au-delà de cette dose, au-delà de ce seuil, qu'on crie, qu'on lance l'alerte, que ça devient dangereux. C'est-à-dire le seuil, c'est la contamination, le niveau de contamination où l'organisme peut, par ses mécanismes propres, soit les détruire, soit les accepter sans que ces contaminants ne lui soient dommageables pour autant. D'accord. Mais dans nos pays, très souvent, c'est qu'on est 2-3 fois au-delà de ce niveau toléré. C'est là où c'est grave. Et je dis, c'est bien possible de revenir à la normale. C'est bien possible. Si tout le monde se met, disons, si tout le monde apporte sa contribution, si tout le monde apporte sa pierre à cet édifice, c'est bien possible qu'on y arrive. Je dis, il y a des pays qui en sont arrivés. Vous voyez, dans la plupart des pays européens, c'est après la crise de la vache folle qu'ils ont senti la nécessité de mettre en place des autorités compétentes pour la question de la sécurité sanitaire des aliments. Donc, c'est quand il y a une crise, on se dit, mais attention, on peut faire quelque chose. Et dès que ces pays ont commencé, c'est bien après 2001, mais aujourd'hui, puisque la crise est intervenue en 1999, pour la plupart, c'est à partir de 2000 qu'ils ont commencé à mettre en place leurs agences. Aujourd'hui, ils maîtrisent la salubrité des aliments dans ces pays. Je disais tout à l'heure, vous voyez, vous allez dans ces pays, vous allez manger toutes sortes d'aliments, vous ne craignez pas de vous retrouver à l'hôpital. Mais dès que les gens viennent chez nous, il vaut mieux choisir les aliments cuits. Si vous vous hasardez au crudité, la probabilité de vous retrouver à l'hôpital, elle est très forte. Voilà, donc cette question-là, oui, nous permet de revenir au Bénin, de nous focaliser donc sur le pays. Et avant de poursuivre, je vais vous inviter à suivre ce Vox Populi sur les aliments donc aux abords des rues, ce que les consommateurs en pensent. Ils nous le disent donc au micro de Hermione Aïdiano. Je sais que tout le monde mange mal à cause de la pauvreté. On ne mange pas bien, juste on remplit le ventre. On mange mal parce que vous ne savez pas comment la nourriture là a été préparée. Nous sommes vraiment conscients de ce que nous vivons chaque jour, le fait de manger au bord des voies, mais nous n'avons pas le choix parce qu'à midi tu ne peux pas retourner. Si tu fais des kilomètres pour aller au boulot, tu ne peux pas retourner à la maison aller manger. Donc nous sommes conscients. On n'a pas le choix, on doit manger. Même ce que je mange ici là, j'ai peur. Comme j'ai faim vraiment, c'est pourquoi je mange ça. Il n'y a pas bientôt, on va acheter les nourritures au bord de la voie. Parce que ça peut causer des maladies. Et c'est grave. La manière dont ils ont préparé, tu ne sais pas. Bon, tu as mangé, ça va te causer des maladies. Surtout au ventre, maux de ventre. Ça va causer beaucoup de maladies. Tout le monde ne rentre pas le soir, non?
tout le monde ne rentre pas à midi. Hein, on est obligé d'acheter. Nous-mêmes, on est conscient des dangers. La nourriture du bord de la voie, là, c'est-à-dire on est tenu de l'acheter des fois. Parce qu'on ne peut pas toutefois amener de la nourriture de la maison au boulot. Donc, quelques rares fois, on est tenu, on est obligé de payer et de manger. Mais tout en... C'est-à-dire nous éprouvons des... Il y a une peur qui nous anime parce qu'il y a beaucoup de maladies maintenant. La fièvre typhoïde surtout, pour le manger parce que ce n'est pas protégé comme il le faut. Donc, Dieu nous épargne. Le manger de la voie, ce n'est pas une bonne chose, il faut l'avouer. Voilà donc quelques Cotonois rencontrés ce matin dans la capitale économique du Bénin. Voilà, Monsieur Adam Sounon-Condé, vous les avez entendus, votre réaction au moins de la peur au ventre. Oui, ce qui est unanime, c'est la conscience des risques que nous courons en mangeant, parce que tout le monde a reconnu que nous courons des risques. Oui. Alors, comme raison, on dit, puisqu'on ne rentre pas à midi, on n'a pas de choix. Puisqu'on est pauvre, on n'a pas de choix. Je dis, bien entendu, si on sait le risque, si on connaît vraiment la gravité du risque que nous courons, on a bien des choix. On voit dans les autres pays, dans presque toutes les structures, il y a des cantines. C'est-à-dire, on peut, par exemple, s'il y a 10 structures qui sont voisines, créer une cantine dans une structure, au niveau d'une structure centrale, où on peut respecter les normes de préparation, de distribution. Et les services voisins, à midi, ils viennent au niveau de cette cantine qui est bien contrôlée pour manger. Ça, c'est bien possible. Et ce n'est pas forcément la structure qui va financer la mise en place de cette cantine. Il suffit de voir un service traiteur pour dire, bon voilà, il y a 10 structures, ça fait environ 200 personnes qui travaillent. Donc si vous mettez en place une cantine avec les normes de sécurité sanitaire respectées, eh bien ça vous fait 200 clients par jour chaque midi. Eh bien, l'opérateur, il accepte, il vient, et vous appelez les services compétents pour voir si les normes sont respectées. Eh bien, vous limitez ces risques-là. Il n'y a pas de contrainte, on n'a pas de choix. Bien entendu. Ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et comme je le dis, la pauvreté, il ne faut pas qu'on mette tout sur le dos de la pauvreté. C'est vrai, la pauvreté a le dos large, mais il ne peut pas tout supporter. Là, on dit que la santé n'a pas de prix. Mais le prix, ce n'est pas forcément monétaire. Ça peut être organisationnel, ça peut être, disons, je le dis, protéger les aliments. On n'a pas besoin de grand-chose pour protéger nos aliments. Un voile pour protéger, ça coûte combien? Une cage vitrée pour mettre les aliments, ça coûte combien pour notre santé? C'est, disons, parce qu'on n'a peut-être pas bien conscience du niveau de risque que nous courons. Mais on en a conscience quand même. On en a conscience, ils l'ont dit, mais je me demande s'ils ont vraiment une idée de la grandeur de ce risque en disant, voilà, on n'a pas de choix. Mais si tout le monde est d'accord, qu'ils voient les responsables des structures, vous disent, nous exigeons à ce qu'il y ait des cantines au moins dans nos structures pour préserver notre santé. Parce que dans les environs, il n'y a pas un restaurant, vous n'aviez que des aliments de la rue. Aujourd'hui, si on dit on n'en arrive pas là, si on pense que c'est l'autorité qui va lutter seule à déguerpir nos rues des aliments, c'est-à-dire à lutter contre les aliments de la rue, l'autorité seule ne peut pas. C'est à nous de prendre conscience dès lors que dans les structures, on crée des cantines, les mairies font la promotion des mini-restaurants. L'aliment de la rue va disparaître d'elle-même. Mais tant que les gens viennent consommer ces aliments de la rue, elle ne va jamais disparaître. Aucune autorité n'a pouvoir de faire disparaître ça. Puisqu'il y a des consommateurs... Mais ils peuvent contribuer. Ils peuvent contribuer. Notre contribution, c'est ça, c'est de donner ces alternatives et d'attirer l'attention de nous tous, puisque nous sommes tous consommateurs, du degré de risque que nous courons en mangeant au bord de la rue. Et là, les chiffres de l'OMS sont là aujourd'hui. Et si l'OMS a pris ce thème comme thème pour la journée mondiale de la santé, ça montre l'importance de la salubrité des aliments dans notre santé. Je l'ai dit tantôt au début de cette émission. Donc c'est d'une importance capitale. Et ce n'est pas l'autorité seule d'assurer ce rôle. Tout le monde a un rôle à jouer. Chacun, où qu'il soit, a un rôle à jouer pour assurer la salubrité des aliments. Même vous, à la maison, commençons par les ménages. Chacun de nous, au moins chef de ménage ou chef de famille. Oui.
En commençant par là, vos enfants aussi veulent manger sans laver les mains. Vous avez besoin de l'argent pour leur dire attention, allez vous laver les mains. Est-ce qu'on a besoin de l'argent pour dire à ses enfants lavez-vous les mains avant de manger? Est-ce qu'on a besoin de l'argent pour dire à un enfant qui a posé son plat sur la table, qui va se laver les mains, protège le plat avant d'aller laver les mains? Est-ce qu'on a besoin de l'argent pour le dire? Mais ça, c'est le béaba. C'est le béaba. C'est les préliminaires. Ça commence par là. Oui. Si dès qu'on commence par ce béaba, par ces préliminaires, eh bien nous-mêmes, de façon normale, de façon naturelle, nous allons gravir les échelons et on va se retrouver à une bonne sécurité sanitaire des aliments, sans s'en rendre compte. Mais si chacun se dit, bon, je suis pauvre, est-ce que j'ai le choix? Et que le gouvernement ne m'accompagne pas, et que bon, le gouvernement ne fait rien. Mais si aujourd'hui, même si on descend tous les militaires dans la rue, on dit tous ceux qui vont à manger au bord de la voie, il faut les dégapiller. C'est encore les mêmes consommateurs qui vont dire, mais quelle alternative le gouvernement nous propose? Oui, il faut créer des alternatives quand même. Exactement. Mais chacun, je dis, chacun à son niveau. Ce n'est pas le gouvernement central seul. Je dis, une structure peut décider de créer une cantine pour le personnel de la structure. Et ça, rien qu'à signer un contrat avec un privé, un opérateur qui va venir financer et qui va amortir. Est-ce que vous voyez, oui, dans les ménages, les chefs de ménage, la mère de famille, il peut parler à ses enfants. Quand vous allez à l'école, il faut, si l'aliment n'est pas protégé, il ne faut pas acheter chez la dame qui ne protège pas ses aliments. Il faut plutôt voir celle qui a mis ses aliments dans une boîte vitrée où c'est bien protégé. Mais quand vous voulez acheter dans les supermarchés, ayez le réflexe de vérifier la date de péremption. Si la date de péremption est dépassée, n'achète pas. Est-ce qu'on a besoin de l'argent pour éviter d'acheter les produits dont la date de péremption est dépassée? Quand tu veux acheter, dites aux enfants, vérifiez si le produit est dans son emballage d'origine. Est-ce qu'entre-temps, on n'a pas changé d'emballage? Est-ce que l'étiquette est bien lisible? Est-ce que l'étiquette n'est pas falsifiée? Ça, c'est des réflexes, oui, pour quelqu'un qui a conscience. C'est le réflexe du consommateur. Et ça, ce n'est pas le gouvernement qui va venir lire les étiquettes à la place du consommateur. Donc, le consommateur lui-même a un rôle à jouer. Et si vous ne jouez pas ce rôle en tant que consommateur, le gouvernement peut faire quoi? Si vous voyez que l'aliment est à côté des poubelles, l'aliment est entouré par des mouches et que vous acceptez d'acheter, le gouvernement va faire quoi pour vous? Il revient à chacun. La question reste à poser, c'est vrai, il faudrait que chacun en prenne conscience. Il faut que chacun prenne conscience du risque que nous courons en mangeant des aliments insalubres. C'est d'abord la première des choses. Et c'est dès lors qu'on a conscience que c'est un grand danger, que c'est des gros risques que nous courons en mangeant ces aliments-là, et bien qu'on va susciter, qu'on va contraindre l'autorité centrale à nous accompagner dans notre volonté de manger sain, dans notre volonté de produire des aliments sains. Voilà, et ça nous permet aussi de nous pencher sur le Bénin, je le disais tantôt, la sécurité sanitaire des aliments au Bénin, où en est-on? Surtout le problème, la question récurrente de l'intoxication alimentaire. On en entend parler, il y a des morts par-ci, par-là. Oui. Monsieur Adam Sounon-Kondé, qu'en est-il de la sécurité des aliments, la sécurité sanitaire des aliments au Bénin? Et très bien. Je disais tantôt que les pays dans lesquels ces risques sont récurrents, c'est les pays où il n'y a pas une autorité compétente en la matière. Et le Bénin a si bien compris que le Bénin a mis en place l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, qui est l'autorité compétente au Bénin à se pencher sur les questions de sécurité sanitaire des aliments. Et nous jouons ce rôle à travers 3 grandes missions. La première mission, c'est d'abord l'évaluation des risques. Parce que quand on dit risque, il faut l'évaluer, il faut pouvoir quantifier, il faut pouvoir dire quel est le niveau de risque que nous courons. C'est ça l'évaluation des risques. Ensuite, pour les risques déjà existants, il faut pouvoir les gérer. Et troisième mission, c'est qu'il faut pouvoir communiquer et bien communiquer sur les risques liés aux aliments. Donc voilà les 3 grandes missions de l'agence. Et par rapport aux intoxications alimentaires, je crois depuis 2012, on a déjà commencé, on a fait déjà plusieurs études en la matière. Actuellement, il y a 2 qui sont en cours.
sur la conservation des cocédiums dans les régions de Tchaourou, Ndali, Kalali, Perere. Puis c'est des zones. Vous avez pu trouver les causes, vous les avez détectées? L'étude est en cours, mais déjà, ça va de la production même des cocèdes à leur conservation. Il faut dire, dans la production, il y a déjà un certain nombre de facteurs. Dans la conservation également, en l'occurrence, les produits qu'on utilise pour conserver ces produits. Parce que le consommateur, quand il veut acheter un produit, il regarde d'abord l'aspect physique. Il veut un aliment bien propre, bien lisse, qu'aucun parasite n'a approché. Or, ce qui a repoussé les microbes, ce qui a repoussé le parasite, ça peut être fatal pour le consommateur. Donc, c'est pourquoi notre étude va jusqu'au niveau des produits qu'ils utilisent pour conserver ces produits. Et je crois le facteur important qui est en train d'émerger, l'étude n'est pas finie, je crois c'est au niveau donc des produits qui sont utilisés pour conserver ces produits. Parce que les populations utilisent le produit qu'ils estiment le plus efficace. Or, le plus efficace, c'est souvent pas le produit le plus recommandé. C'est souvent des produits prohibés que les producteurs aiment utiliser, mais la conséquence, c'est ce que vous connaissez. L'intoxication alimentaire. Également, on a fait 2 études dont les rapports existent déjà et qu'on a d'ailleurs publiés. On distribue ça, des plaquettes. C'est-à-dire c'est les facteurs de production de qualité d'un certain nombre d'aliments tels que le manioc, tels que le gari, tels que le beurre de karité. On a déjà mené donc des études au niveau du processus de production de ces aliments-là, pour ressortir les facteurs de risque à maîtriser si on veut avoir donc des produits de qualité. Donc, dans le domaine de l'évaluation des risques, il faut dire quand même, on vient de démarrer, mais il y a déjà un petit chemin qui est fait. Le gros lot du problème qui reste, c'est dans la gestion donc, de ces risques-là. Dans la gestion de ces risques. Parce que les pays où les gens sont arrivés à maîtriser ces risques, c'est les pays où on a pu instaurer l'autocontrôle. C'est-à-dire, on contraint l'opérateur lui-même à avoir une approche qualité. Lui-même, il a un contrôleur à l'intérieur donc de l'entreprise qui suit la production, qui regarde donc les facteurs de production pour dire attention, à ce niveau, il doit avoir le système de lave-mains qui n'existe pas. Si on ne le met pas, dès que l'agent quitte son poste, s'il revient, il peut ramener donc des contaminants. Où est-ce qu'il va se laver les mains? Il va dire attention, il faut qu'on mette un système de lave-mains. Donc ça, c'est le système d'autocontrôle. Et cela facilite, disons, le contrôle extérieur que nous assurons. Parce que vous voyez, si on doit faire le contrôle, vous voyez le nombre d'opérateurs alimentaires qu'on a, si on prend d'abord les producteurs. Vous savez le nombre de paysans qu'on a, le nombre d'éleveurs. Il faut aller contrôler le processus. Quels sont les aliments qu'ils donnent aux animaux? Quels sont les intrants qu'ils utilisent? Est-ce que ces intrants-là sont de qualité? Est-ce que les doses sont respectées? Ensuite, venir au niveau de la transformation. Ceux qui font des beignets, ceux qui font du gari, ceux qui font des jus. Vous voyez le nombre qu'on a? Au niveau de la distribution, les consommateurs, les importateurs, les distributeurs, en gros, en détail, tout ça. Donc l'État aujourd'hui n'a pas les moyens nécessaires pour, disons, contrôler tout ce système-là. C'est vrai, on va y venir petit à petit, mais c'est déjà... Jusqu'à quand? Dès lors que l'agence a été mise en place, il y a 2 ans, je vous dis déjà, donc l'agence est mise en place, les contrôles ont démarré, on a commencé l'évaluation. Dès lors que par la communication sur laquelle on est en train de mettre l'accent, tout le monde prend conscience de ce que nous devons consommer des aliments salués et que tout le monde joue le rôle qu'il doit jouer, on y arrivera. D'accord. Et il y a même un auditeur qui demande concrètement que fait l'agence dans ce problème-là, concrètement. Oui, ce que nous faisons, c'est ça, j'ai dit nous faisons l'évaluation des risques. Et aujourd'hui, au niveau mondial, dès qu'il y a une crise liée à la salubrité des aliments, la première des choses qu'on fait, c'est vrai, on met des mesures urgentes tout de suite, mais on fait d'abord l'évaluation des risques. C'est l'évaluation des risques qui nous dit les facteurs à maîtriser pour mieux gérer la crise. On n'avait pas cette habitude
quand on dit à choléra, quelque part, tout de suite, c'est, voilà, il faut aller désinfecter les puits, il faut renforcer les hôpitaux, mais nous faisons rarement une évaluation des risques pour identifier les facteurs de risque et les hiérarchiser pour dire voilà le facteur le plus important à maîtriser dans la crise. Donc aujourd'hui, l'urgence est là. Donc nous sommes là dans toutes les situations. On doit être invité à faire une évaluation des risques. Ça, c'est très important. Tant que vous... Est-ce que l'agence dispose d'assez de moyens pour son travail? Oui, quand on dit assez de moyens, il faut d'abord faire ce qu'on peut avec le peu de moyens qu'on a. Et c'est ça qui va attirer le reste des moyens. Donc, on a un minimum quand même de moyens. Nous avons environ 500 agents. C'est très peu par rapport à la mission. Nous avons des directions régionales dans les anciens départements, c'est-à-dire les binômes du département actuel. Nous avons voilà, bientôt un site web où que les gens peuvent visiter, où on va mettre des alertes dès qu'il y a une crise quelque part pour dire voilà, il y a crise. Mais déjà, là où nous pouvons, au niveau des marchés, au niveau des grands magasins, au niveau des axes routiers, nous faisons des contrôles au niveau des produits alimentaires en circulation. Vous allez vérifier pour les dates de péremption et autres? Oui, quand on va dans les magasins, nous faisons le contrôle. Qui vous souviennent, en décembre dernier, on est descendu dans les grandes villes. Vous travaillez de l'ABM-CQ, je pense, du ministère du Commerce, mais vous travaillez en synergie? Nous travaillons en synergie. Avant l'existence de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, toutes les structures de contrôle faisaient également du contrôle des aliments. Oui. Donc, j'allais dire, ils faisaient le rôle, ils jouaient le rôle, disons, de l'agence. Maintenant que l'agence est là, nous travaillons de concert avec ces autres structures qui n'ont pas pour mission principale, bien entendu, la sécurité sanitaire des aliments, mais étant donné qu'ils jouaient déjà ce rôle avant notre arrivée. Donc aujourd'hui, nous collaborons avec tous ceux-là, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, etc. Donc nous travaillons avec toutes ces structures. Ce matin, au lancement donc, de cette journée, on était au ministère de la Santé avec les autorités de ce ministère. Voilà, on a profité pour passer quelques spots sur l'hygiène voilà, alimentaire. D'accord. Et il y a pas mal de rumeurs qui courent par rapport, disons, aux interférences entre certaines substances et des aliments. Dans quelle mesure c'est vérifiable? Par exemple, il y a quelques mois, on parlait du coca et de l'ananas qui était peut-être fatal, dont la consommation serait fatale. Oui, parallèlement, disons, pour accompagner l'agence, l'État béninois a mis en place un laboratoire, le laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Et ce laboratoire a été équipé à hauteur de 6 milliards. C'est vrai, ils n'ont pas tous les équipements, mais déjà un équipement de 6 milliards, c'est une première au Bénin. Donc, grâce à ce laboratoire, dès qu'on a des soupçons comme ça, nous nous dépêchons vers les magasins où on pourrait retrouver ces produits. On fait des prélèvements, on envoie au laboratoire central pour faire des analyses, pour confirmer ou infirmer ce qui se dit. Mais très souvent, c'est que quand on dit rumeur, vous ne trouvez pas une personne physique qui va vous dire ce que je dis, vous allez dans tel magasin, vous pouvez vérifier. Donc, c'est la rumeur comme ça, on dit il y en a. Donc, il faut parcourir quelques magasins, prendre peut-être au hasard. Et dans ce sondage, la probabilité, si c'est peut-être un seul magasin, de ne pas le toucher, cette probabilité, elle est grande. Donc, il faut que ceux qui véhiculent souvent des informations comme ça, ils peuvent venir au niveau de l'agence, voilà, pour dire ce que nous disons. Si vous allez dans tel magasin, vous allez voir le produit. Et nous, ça nous permet, avec le peu de moyens, d'agir efficacement avec le peu de moyens. Immédiatement ou bien ça traîne un peu? Dès qu'on a l'information, les heures qui suivent, nous descendons sur les lieux incriminés et nous faisons les prélèvements qu'il faut. On envoie au laboratoire central et puis ils font des analyses. Si c'est des paramètres dont ils n'ont pas les équipements, il y a d'autres laboratoires privés. Et d'ailleurs, on est en train de mettre le réseau des laboratoires parce qu'on se rend compte qu'à l'étape actuelle, notre laboratoire central n'a pas tous les équipements nécessaires pour analyser tous les paramètres. Donc, il faut forcément associer
les autres laboratoires à ce laboratoire central. Et d'accord, par exemple, si on découvre un marché de produits périmés, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Si les produits sont périmés, il n'y a rien à faire que de les détruire. Oui, par exemple, on découvre un circuit parce que c'est vous nous informez et nous garderons la discrétion qu'il faut. Vous nous informez, soit par téléphone ou venir au niveau de la direction générale 6 au carrefour des 3 banques, derrière la station Sonacop. Vous nous informez et puis nous, on fait les nécessaires. Et d'ailleurs, au niveau des régions où on a également des directions régionales, on est en train de faire prendre des actes par les préfets en mettant en place donc les comités de destruction des produits impropres à la consommation. La semaine dernière, le préfet des départements de la Takoradi de la Donga, que je remercie au passage, a déjà signé un arrêté comme ça qui a mis ce comité qui va se charger de détruire tous les produits qui seront décelés impropres à la consommation. D'accord, on s'achemine progressivement vers la fin de cette émission, mais on ne va pas finir sans aborder cette question. L'OMS, sur son site, évoque 5 clés, 5 clés pour des aliments sûrs. Et vous allez nous parler de ces clés-là. Quelles sont ces 5 clés? Oui, les 5 clés, c'est d'abord la propriété. Il faut adopter la propriété comme principe. Je crois que j'ai commencé par là. Oui. Vous devez vous laver les mains au niveau de vos cuisines. Tout ce que vous allez utiliser doit être propre. Donc, on doit adopter la propreté comme principe. Et deuxièmement, il faut pouvoir conserver les aliments aux températures appropriées. Si c'est des aliments qui doivent rester à moins 5 degrés, il faut les mettre au frigo. Si c'est des aliments qui doivent être chauffés, il faut les chauffer. Donc, chaque aliment, en fonction de sa sensibilité, doit être conservé à température appropriée. Vous n'allez, par exemple, pas acheter des poissons frais que vous voulez préparer demain et vous allez garder ce poisson frais-là à température ambiante. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça va se détériorer avant le lendemain. Voilà. Également, si vous avez des aliments crus et des aliments préparés, il ne faut pas les mettre ensemble. Parce que les aliments crus... On ne les mélange pas. Il ne faut pas les mélanger. Par exemple, faut même pas... Pour une salade, il y a pas mal d'éléments qui entrent en compte. Oui. Des pommes cuites avec des carottes non cuites. Non, ça c'est au niveau du plat, ça. Mais au niveau de la conservation, je prends l'exemple, vous avez acheté par exemple du poisson frais et vous aviez du pain. Et vous mettez les deux dans le frigo ou c'est pas ensemble, parce que le poisson frais, il peut déjà contenir quelques germes qui peuvent passer de ce poisson à ce pain. Ou par exemple, vous avez pris un couteau pour couper du poisson ou de la viande, etc. Sans les nettoyer, vous prenez pour couper du pain. S'il y a des germes qui vont certes être détruits avec la cuisson et que vous les mettez ensemble, voilà, vous prenez ce couteau pour couper du pain, vous pouvez contaminer, disons... le pain, en tout cas l'aliment qui est cru et qui doit être la crudité. Exactement. Donc, voilà... les 5 clés de l'OMS, il faut bien cuire, faire bien cuire. Voilà, il faut faire bien cuire les aliments que vous allez consommer. Il ne faut pas... disons, vous avez pris de la viande, vous n'êtes même pas sûr que c'est bien cuit, et puis vous le descendez. Donc, s'il y a des larves de ténia ou de je ne sais quoi, vous ne les avez pas tuées, donc vous avez cru que vous avez préparé votre aliment, mais en fait, vous ne l'avez pas préparé. Donc, vous l'avez juste, voilà, plongé dans la chaleur, etc. Si c'est des jus des jus de fruits que vous avez fabriqués, ou du lait que vous voulez en sachet vendre, ou même de l'eau, prenez le soin de les pasteuriser. D'accord? Les aliments. En quoi faisant? Si c'est par exemple du lait, vous le passez à 60 degrés pendant 5 minutes. Si c'est des jus d'ananas, vous avez fini de presser votre jus avant de l'embouteiller. Passez-le à 60 degrés pendant 5 minutes. C'est ça la pasteurisation. Ça permet de tuer les germes qui sont... voilà. Qui contiennent. Que ces éléments la contiennent. Et la dernière clé, c'est, disons, il faut utiliser de l'eau sûre. Parce que l'eau, c'est, disons, l'aliment que nous consommons le plus. Oui.
c'est ce produit-là qu'on utilise le plus. Donc, il faut utiliser de l'eau sûre. De l'eau potable. De l'eau potable, voilà. Faut pas, parce que c'est de l'eau, vous avez vu, vous prenez, vous buvez, vous utilisez pour vos besoins. Donc, c'est ça la dernière clé, il faut utiliser de l'eau sûre. Voilà, donc, c'est quelques conseils pratiques. Voilà, l'OMS, à travers ces clés, nous donne pour consommer donc des aliments salés. Voilà. Et on est déjà même au terme. Hein. C'est fini pour aujourd'hui Focus Santé, mais vous avez certainement un mot de la fin, Monsieur Adam. Oui, mon mot de fin, c'est de m'adresser aux consommateurs que nous sommes tous. C'est le réflexe qu'il faut avoir. Un consommateur, il a toujours le réflexe. Vous voulez acheter un produit, c'est ça ce que je disais, en plus de ces 5 clés-là, ayez le coup d'œil du consommateur. Assurez-vous que voilà, le produit est dans son emballage d'origine, la date de péremption n'est pas dépassée. Si c'est un produit conditionné ici, que voilà, l'emballage, c'est pas l'emballage des pesticides, c'est pas les bouteilles utilisées pour vendre de l'essence qu'on a relavé pour mettre des produits là-dedans. Donc, il faut vérifier tout ça. Si c'est un produit qui a des étiquettes, assurez-vous que c'est les étiquettes d'origine qui ne sont pas contrefaites, parce qu'il y a aussi des commerçants vers eux qui reconditionnent des produits importés. Donc, il faut avoir le coup d'œil du consommateur. Il ne faut pas manger n'importe quoi sous le couvert de la pauvreté. On peut être pauvre et manger sain. On peut être pauvre et prendre soin de sa santé, car l'aliment coûte toujours moins cher que le médicament. Voilà ce que j'allais dire. Merci à vous, Monsieur Adam Sounon Koundé. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'AFSA, l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments du Bénin. On a donc parlé de la sécurité sanitaire des aliments. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné, Alexandre Dios et Miat Yessoufou. Merci, on se retrouve mardi prochain.